Lorsqu'on parle politique, la plupart du temps, les gens soit sont sourds, soit sont aveugles. Mais quand on se réunit autour de la nourriture, il y a quelque chose, il y a un petit miracle où on peut se rencontrer. La cuisine est un des derniers liens forts qui restent à l'humanité. Matryoshka. Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver dans Matryoshka. Le miracle de se retrouver, le miracle de se rencontrer, c'est de cela dont on va parler avec Fatéma Al, notre Matryoshka cette semaine. Car lorsqu'elle nous raconte des histoires de cuisine, Fatéma Al, en réalité, elle nous parle de liens, elle nous parle de vivre ensemble. Arrivée du Maroc à Paris, à l'âge de 17-18 ans, elle se retrouve aussitôt en banlieue, mariée avec 3 enfants. Mais à 21 ans, elle s'affranchit et s'inscrit à l'université. Militante, elle devient conseillère au ministère des droits des femmes du temps de François Mitterrand, et puis elle décide d'ouvrir son premier petit restaurant. Mais alors comment? Eh bien en vendant des repas à l'avance pour récolter les fonds nécessaires. Et alors, Pierre Desproges entend parler de cette histoire, fait une émission avec elle et tout démarre à ce moment-là. Ça, c'était en 1984 où Fatéma a d'une certaine façon inventé le crowdfunding. Aujourd'hui, son restaurant, le Mansouriya, est une institution, il existe toujours. Fatéma Al a, elle, écrit aussi de nombreux ouvrages. Et je suis très heureuse que Fatéma soit notre nouvelle Matryoshka, elle qui s'est globalement faite toute seule, a une immense reconnaissance pour ce qu'on lui a transmis en tant qu'enfant de la Méditerranée. Et elle a beaucoup, beaucoup à nous transmettre. On écoute. Quand on est autour de la Méditerranée, particulièrement le Maghreb, on a l'impression que la transmission est quelque chose, dès le départ, on vous fait sentir qu'on vous donne quelque chose que vous devez garder, l'apprendre d'abord, garder, la comprendre. Et tout ça, c'est pas pour soi. Dès le départ, on vous apprend qu'il faudrait le transmettre. Donc le transporter et le donner ailleurs. C'est comme un jeu de balle. Un jeu de balle. Vous êtes cuisinière? C'est quoi? Ça veut dire quoi? La cuisinière, c'est celle qui prend de son temps pour nourrir. Et nourrir, si on s'arrête aussi, ça veut dire sauver quelqu'un de la mort. Ne pas manger, c'est mourir. La cuisine, la nourriture, c'est une question de vie ou de mort. On commence d'abord à se nourrir pour vivre. Après, quand on n'a plus besoin de se nourrir uniquement pour vivre, ça devient de la tradition. Donc la cuisinière, au départ, c'est pas par hasard que c'est la mère qui nourrit. C'est celle qui donne la vie et celle qui nourrit, celle qui maintient justement cette tradition de transmission. C'est sentir, quand on rentre de l'école et on sent par exemple le poivron grillé et ce son qu'on entend, c'est ça l'apprentissage pour la transmission. Donc ma mère, elle ne me dit pas simplement qu'il faut couper le poivron et faire telle et telle sauce et les mesures. Non, elle me fait vivre cette atmosphère. La cuisinière ou la cuisine, il y a toute une vie autour. La vie du produit, la vie du geste, la vie de l'acte nourricier. Créer une atmosphère dans une cuisine, créer un lien autour de la nourriture, Fatéma Al l'a appris de sa mère. Mais pour aller au-delà de la tradition et du geste qui se transmettent de mère en fille ou en fils, ce qu'elle nous démontre, c'est que la transmission est bien plus ancienne et bien plus profonde que ça. Même quand la cuisine est la nôtre, elle est le fruit de grandes trajectoires, de la grande histoire, de la mondialisation. Nous ne sommes là-dedans que des passeurs. Si j'apprends à un jeune petit Français que le foie gras vient de la Haute-Égypte, que la dinde vient d'Amérique, parce que si j'enlève le foie gras et la dinde, j'ai plus Noël. C'est vrai que la cuisine française est fantastique, formidable, etc. Mais elle n'est pas formidable parce que tout est né ici, tout vient d'ailleurs. Elle est formidable parce que les Français, pendant des siècles, ils ont beaucoup travaillé. Il y a eu beaucoup de travail. Et surtout, le travail de mettre en place des écoles.
qui ont pris la relève de la maison. Parce qu'ils ont déjà compris que la transmission, il faut qu'elle passe à l'apprentissage. On ne peut pas que transmettre de mère en fille, ce n'est plus possible. Racontez-moi ça. Et il y a tellement de choses qui viennent d'ailleurs, parce qu'en fait, voilà. Mais tout vient d'ailleurs. Tout vient d'ailleurs. Tout vient d'ailleurs. En fait, les aliments, déjà, ce sont les prémices de la mondialisation. Mais absolument. Mais la mondialisation, il n'y a pas que le mauvais dans la mondialisation, sauf que les gens, il y a quelqu'un qui a dit la mondialisation sur quelque chose qui est mauvaise, c'est-à-dire cette cuisine qui devient uniforme. L'uniformisation du goût, mais la mondialisation n'est pas que l'uniformisation n'est pas du que goût. ça. La mondialisation, c'est aussi la découverte d'ailleurs. La mondialisation, c'est aussi ce mouvement, ce voyage, ces produits qu'on ramène et qu'on adapte. Alors, historiquement, si on reprend ce que vous commenciez à dire, historiquement, au niveau des aliments, par exemple, ce qui fait aujourd'hui la fierté de la cuisine française. Mais française et ailleurs aussi, parce que je ne veux pas qu'il y ait de malentendus. Mais prenons le foie gras, parce qu'il y a le foie gras, il y a le café, il y a le thé, il y a les épices, il y a tous les légumes. Imaginez même l'Italie sans les tomates, ou la France sans pommes de terre. Ils ont su faire pousser quelques produits que vous pensez les vôtres maintenant. Et ça, c'est mon travail de la cuisine du lien, c'est à chaque fois essayer de trouver mon lien avec les autres. Donc si je prends le foie gras au temps des pharaons, les Donc Égyptiens, le foie gras, ça vient d'Égypte? Ça vient de la Haute-Égypte. D'accord. Donc on gavait les oies avec des figues, etc. Toute la technique vient de la Haute-Égypte. D'accord. Et ça, c'est les historiens français qui ont trouvé ça. Donc on peut leur faire confiance. Donc, et de toute façon, dès que je parle d'histoire, c'est lorsque j'ai consulté tel ou tel document. Mais en même temps, rendons justice à la France. Je n'ai pas vu un seul Égyptien qui fait du foie gras. Et il ne sait même pas que le foie gras est parti d'Égypte. Ce qui veut dire que le café en Italie, c'est là où on boit le café, mais le café ne vient pas d'Italie. Il ne vient pas du Brésil non plus. Il ne vient pas des pays. Le café vient de l'Éthiopie, par les Arabes. Les croissants. Les croissants viennent de l'Empire ottoman, parce que les croissants arrivent donc de la Turquie en Autriche, à Vienne, et par la suite en France. Et tout le monde pense que les croissants, y compris sûrement, et d'ailleurs les Ottomans, en fait c'est le travail qui fait la différence. Et il y a celui qui reçoit, qui travaille le produit, qui se l'approprie, mais qui se l'approprie bien. Parce que maintenant, comme il n'y a plus de cette transmission, justement, où tout va vite, très vite, on est à l'ère où on découpe tout, à une information bridée, on a des petites idées à droite, à gauche, on ne s'arrête pas, on ne sait plus poser la question. Qu'est-ce qui se passe? On a aussi une grande cuisine médiocre. Mais avant, non. Avant, quand on recevait un produit, qui vient d'ailleurs, on s'y intéressait et on essayait de le travailler au goût du pays qu'il reçoit. Parce qu'il faut aussi apprendre à recevoir. Mais il y a un autre sujet qu'aborde Fatima Al lorsqu'elle parle de cuisine. Elle évoque la force politique des produits qui retracent l'histoire, mais aussi de plats qui de tout temps ont réuni autour d'une même table ceux qui n'arrivaient pas forcément à s'entendre. La cuisine est au cœur de tout et elle est une arme redoutable contre le repli. La cuisine, c'est de la politique, c'est de l'économie, c'est du social et c'est du culturel. Sur la balance économique mondiale, l'agroalimentaire arrive avant l'armement. Ça fait réfléchir quand même. On peut déstabiliser un pays politiquement, économiquement, par l'alimentation, par le produit. Si demain il y a une grève, les humains décident de ne pas manger du blé, du sucre, du maïs, tout s'écroule. Ils peuvent avoir les plus grandes bombes atomiques du monde, ça ne fera pas le poids avec les gens qui ne mangeront plus ces produits-là. Quand on voit, par exemple, le rôle de la noix de muscade, on est en l'an 1000, l'Europe était complètement endormie, c'est quand même fou. Toute la richesse, toute la force, la suprématie de la Hollande, tout leur pouvoir est basé sur le commerce de la noix de muscade.
Ils se sont enrichis grâce à une seule épice, la noix de muscade. Celui qui dominait la route des épices dominait le monde. Parce que les épices, c'était pas pour la cuisine, ils n'étaient pas destinés à la cuisine. Les épices étaient destinés à la pharmacopée, donc la santé, par la suite les parfums et la cuisine. Celui qui avait une petite poignée de noix de muscade l'échangeait contre un sac d'or. Donc c'était vraiment la ruée vers l'or. Et là, on découvre aussi, et c'est pour ça que la noix de muscade a changé le cours de notre histoire, parce qu'on a découvert aussi la route des Amériques. Et en allant vers l'Indonésie et en allant que pour la noix de muscade, on a découvert qu'il y avait d'autres pays, dont l'Amérique. D'accord. C'est très impressionnant ce que ces produits que l'on regarde comme ça, bêtement, ont un rôle extraordinaire. Ils parlent, ils nous parlent, ils nous racontent les histoires. Ces produits, en fait, ont tracé l'histoire d'une certaine façon. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut aussi raconter que la nourriture a un impact politique ? Je veux dire par là, par exemple, face à la montée des communautarismes, eh bien, la cuisine peut être un espace d'accord. Les racistes les plus racistes, et le couscous est un de leurs plats préférés. Continuer à faire du couscous et à ouvrir sa porte et à le partager avec les gens, je crois plus, moi, à cette révolution. Je ne crois plus aux grandes révolutions. Mais les petites solutions, je les aime. Pendant le ramadan, au Mansouriya, quand j'ai une table, 2 tables ou 10 tables, où il y a des Maghrébins qui font le ramadan, ils viennent avec leurs camarades français, qui eux ne font pas le ramadan et qui boivent du vin à la même table, c'est très beau. Pour revenir au sens du politique de la nourriture, au politique du plat, qu'est-ce qu'on peut raconter comme histoire de ce qui a pu se produire dans une histoire récente, du XXe siècle par exemple, au Maroc, entre les juifs et les musulmans, autour d'une même table? Les juifs et les musulmans, c'est pas des cousins, c'est carrément des demi-frères. Alors c'est la même famille. C'est peut-être un exemple unique au monde. Les juifs au Maroc et les musulmans sont ensemble depuis plus de 2000 ans. D'abord, c'est la même racine berbère. Ils ont 2 cuisines. Il y a la cuisine juive, il y a la cuisine arabo-musulmane. Bon, il y a aussi la cuisine ottomane un peu, même si les Marocains ne reconnaissent pas qu'il y a la cuisine ottomane alors qu'elle est présente quand même. Voilà, on a 2 peuples qui vivent ensemble, chacun sa religion. Aucun ne demande à l'autre de s'assimiler pour être ensemble. Et donc, on a des plats qui ont voyagé d'une communauté à l'autre et interprétés différemment, mais c'est les mêmes. Il y a quelques tagines qu'on trouve dans les 2 communautés et quelques couscous dans les 2 communautés. Mais on a des plats qu'on ne trouve que dans une communauté, pas dans l'autre. Chacun garde donc sa singularité et construit sa différence, son goût, son identité. En revanche, le hic de cette transmission peut se trouver dans le fait de vouloir annihiler toute histoire ou toute géographie d'un produit. Et donc on arrive là à un sujet central qui est celui qui défie toutes nos sociétés dites développées, dites modernes aujourd'hui. C'est celui de la malbouffe. J'observe et je trouve machiavélique ce qui s'est passé en 30-40 ans. On avait les pauvres, les adultes comme les enfants, par exemple, dans les campagnes ou qui mangeaient le pain noir. On avait les riches qui pouvaient manger le pain blanc. On avait les pauvres qui n'avaient pas de viande mais mangeaient les lentilles, les légumineuses. Et puis les pauvres qui rêvaient des fois de manger la brioche. Les industriels ont eu cette idée machiavélique assassine, absolument dingue, où les riches qui ne mangeaient pas le pain noir, donc ils leur donnent le pain noir mais plus cher, et les pauvres qui rêvaient du pain blanc et de la brioche est devenue moins chère que le pain noir, qui mangeait pratiquement pour rien. On a tout déstabilisé. Pourquoi ? Pour l'argent, évidemment, pour la rentabilité. D'abord parce qu'il y a plus de pauvres que de riches. Donc on aurait pu avoir l'impression que la façon dont vous le décrivez, on aurait pu se dire finalement c'est une façon de démocratiser pour tout le monde l'accès aux mêmes aliments. Absolument.
si c'est les mêmes. Qu'est-ce qui est Mais machiavélique? si on donne une brioche empoisonnée, un mauvais beurre ou une mauvaise margarine ou de l'huile de palme dans une brioche, c'est pas une démocratie. Parce que la brioche du riche, c'est avec du beurre baratte, de l'excellent beurre. Et son pain, qui n'était pour rien, qui devient très cher, alors qu'il y a vraiment une nutrition importante pour lui, il y a un vrai problème. Le pauvre mangeait des produits non traités parce que c'était beaucoup moins cher. Le pauvre mangeait que les produits de saison parce qu'il ne pouvait pas se payer les produits qui viennent de l'autre bout du monde. C'était de temps en temps, c'était pour certains riches. Maintenant, non, on fait tout venir et toute l'année, on fait pousser n'importe comment. Et on est dans un vrai grand problème. Donc finalement, laisser pour notre génération, essayer de changer les choses avec des choses toutes simples, le respect des saisons. Si je ne mange les tomates que quand elles sont gorgées de soleil, c'est très important parce que tous les légumes sous serre, il faut voir ce qu'on utilise comme eau et de gaz pour réchauffer tout ça et faire pousser les courgettes en 24 heures. C'est simplement revenir à une raison simple, comme les vieux paysans d'avant. Dernier mot, Fatima Al, qu'est-ce que vous voudriez, vous qui avez travaillé pendant plus de 30 ans sur ce qu'est la cuisine du lien, qu'est-ce que vous voulez que nos enfants retiennent de ce que c'est que la cuisine du lien? Qu'est-ce qu'on transmet là? Une chose simple, c'est on apprend à nos enfants la question, qu'ils posent la question. On leur donne toujours des réponses toutes faites. Et eux, ils continuent sur les idées reçues des parents. Mais si on donne à nos enfants ce bien fondamental, extraordinaire, exceptionnel, qui est la question, quand ils rencontrent quelque chose, ou un étranger, ou un produit, ou dans un pays, c'est de lui apprendre cette curiosité et de poser la question pour se nourrir différemment. La question, quand vous parlez... L'arabe n'est pas celui qu'on désigne, et le musulman, c'est pas celui qui pose les bombes, le juif, c'est pas ce radin qui veut que de l'argent, etc., etc. Ça a l'air bête, mais malheureusement, on est entouré d'idées reçues de ce genre. Et donc la cuisine permet de lutter contre ces idées reçues, et c'est ça qui fait qu'on se pose la question de l'autre. Parce la cuisine, elle part d'un truc simple et fondamental. Si je passe beaucoup de temps pour préparer quelque chose, c'est par amour. Si je n'aime pas quelqu'un, je ne cuisine pas. Donc déjà, ça. Et si je m'assois, je vais être prêt à parler avec l'autre. On apprend aux enfants que quand on mange, on ne regarde pas le téléphone. Quand on mange, on regarde l'autre, on parle avec l'autre et surtout, on pose la question, qu'est-ce qu'on mange? Et pourquoi c'est comme ça? Et d'où ça vient? Parce que la cuisine, elle parle, elle nous raconte une histoire. Entendre ce que nous raconte la cuisine, sortir des idées reçues, s'interroger, être curieux de l'autre. Merci Fatima Al pour ta cuisine, pour ton esprit, pour ta culture, pour ta générosité. Et puis, j'ai envie de vous dire, à vous qui nous avez regardés, allez savourer la cuisine de Fatima Al. Allez aussi vous plonger dans son atmosphère. Il est grand temps pour tous de se retrouver entre amis, de recréer du lien, de recréer de la curiosité de l'autre et d'avancer ensemble. Et puis quand vous rentrez à la maison, n'hésitez pas à regarder Matryoshka, vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, liker nos vidéos, les partager sur les réseaux sociaux, créer des groupes WhatsApp avec tous vos contacts pour que tout le monde puisse continuer à transmettre, parce que ça sert à ça, Matryoshka, à se passer des trucs de vie les uns aux autres et aux générations futures. À bientôt. Matryoshka.